Monsieur John Bell, continua le steward, venait d'être assassiné. Il était impossible d'avoir le moindre doute à ce sujet. Une traînée de sang coagulé échappée de son cou, s'était répandue sur le tapis après avoir maculé tout le pyjama. Monsieur le Président, dit Victor Delio de son banc, j'aimerais poser une question aux témoins. Dites-nous exactement. Monsieur Terral. Où se trouvait Jacques Vauthier quand vous avez pénétré dans la cabine? Monsieur Vauthier était assis sur le lit couchette. Il paraissait hébété et indifférent. Ce qui me frappa le plus furent ses mains qu'il tenait droit devant lui, les doigts écartés, et semblait contempler avec dégoût, bien qu'il ne pût pas les voir. Des mains souillées de sang. Et vous en avez déduit, poursuivit Victor Delio, que c'était lui l'assassin? Je n'en ai rien déduit du tout, répondit avec calme le steward. Je me trouvais en face de deux hommes dont l'un était mort et l'autre vivant. Deux étaient couverts de sang. D'ailleurs il y avait du sang partout. Sur le tapis, sur l'édredon. Même sur l'oreiller. Le désordre indescriptible de la cabine indiquait qu'il devait y avoir eu une lutte farouche. La victime s'était certainement débattue, mais son adversaire paraissait beaucoup plus fort. Tout le monde peut le constater ici, Monsieur Vauthier est taillé en athlète. Qu'avez-vous fait alors? Demanda le président. Je suis ressorti précipitamment de la cabine en appelant un camarade à l'aide. Je lui dis de monter la garde devant la cabine pour empêcher éventuellement Monsieur Vauthier d'en sortir. Et je courus chercher le commissaire Bertin. Dès que nous fûmes revenus devant la porte entr'ouverte, nous pénétrâmes tous les trois cette fois, dans la cabine. Vauthier n'avait pas bougé. Il était toujours assis sur le lit, prostré. Mon camarade et moi n'avions plus qu'à exécuter les ordres de Monsieur Bertin. Quels ordres? Après nous être approchés avec précaution de Vauthier, nous pûmes constater qu'il n'avait aucune arme. Celle-ci ne se trouvait plus auprès du cadavre. Monsieur le commissaire Bertin en fit la remarque. Je me souviens même très bien de ce qu'il dit alors. C'est curieux. D'après l'orifice de la blessure, il ne peut s'agir que d'un poignard. Où peut-il être? Il n'est même pas question de le demander à ce Vauthier, qui doit être le seul personnage à le savoir. Puisqu'il ne nous entend pas et ne peut pas nous parler. Enfin. Nous verrons cela plus tard. Le plus pressé, pour le moment, est de nous assurer de la personne de ce gaillard qui m'a tout l'air d'être le criminel. Par mesure de précaution, il faut tout de suite l'enfermer dans la prison du bord. Va-t-il seulement s'y laisser mener? Contrairement à nos craintes, Vauthier n'opposa pas la moindre résistance. On aurait dit qu'il s'était résigné à son sort tout de suite après son crime et qu'il était resté intentionnellement assis sur le lit de sa victime pour que l'on n'ait aucun doute sur sa culpabilité. Ensuite il se laissa conduire à la prison du bord comme un enfant par Monsieur Bertin et moi pendant que mon camarade continuait à monter la garde devant la cabine. Moi-même je restais en faction devant la porte blindée de la prison jusqu'à ce qu'un homme de l'équipage, désigné par le commandant, vint me relever une demi-heure plus tard. Êtes-vous retourné ensuite à la cabine du crime? Oui, mais quand j'arrivai devant la porte, ce fut pour constater que notre commandant du de grâce, Monsieur Chardot, y faisait apposer les scellés. Le commissaire Bertin me donna en même temps l'ordre de ne pas utiliser mon passe pour pénétrer dans cette cabine où rien ne devait être changé de place avant l'arrivée au Havre. Le commandant Chardot dit enfin au petit groupe de stewards et d'hommes d'équipage l'entourant qu'il valait mieux ne pas ébruiter cette affaire parmi les passagers qu'il apprendrait bien assez tôt. La cour vous remercie Monsieur Terral. Vous pouvez vous retirer. Introduisez le témoin suivant. Celui-ci se présenta en uniforme, André Bertin. Premier commissaire de bord sur le paquebot de Grasse. Le récit du commissaire Bertin concordait, point par point, avec celui du steward. Monsieur le commissaire, demanda le président. Le témoin précédent, Monsieur Henri Terral, a déclaré que lui-même et vous, aviez été très surpris de ne pas trouver dans la cabine l'arme du crime. Oui, Monsieur le président. Et le plus étrange de toute cette affaire est que, malgré les recherches faites par la suite, on n'a jamais retrouvé cette arme. Ceci n'a rien d'étonnant, trancha l'avocat général Berthier.
La suite des débats indiquera à la Cour et à messieurs les jurés la nature de cette arme ainsi que la façon toute simple dont le criminel, selon sa propre explication, l'a fait disparaître. Monsieur le commissaire, demanda encore le président Legris, dites-nous exactement ce que vous avez fait après avoir incarcéré Jacques Vauthier dans la prison du Bord. Je me permets de faire remarquer à la Cour, dit Victor Delio, que la défense s'étonne à bon droit de ce que monsieur le commissaire Bertin ait pris immédiatement l'initiative, pour le moins hardie, de faire enfermer, et donc arrêter mon client alors que rien ne prouvait qu'il était le meurtrier de John Bell. Comment rien? Suffoqua le commissaire. Ah ça! C'est un peu fort. N'importe quel homme sensé en aurait fait autant à ma place. Je n'allais tout de même pas laisser se promener en liberté sur le de grâce un homme que je venais de trouver assis, les mains ensanglantées auprès d'un cadavre encore tiède. Je proteste, s'écria monsieur Voirin, contre cette interruption de la défense. Le comportement de monsieur le commissaire Bertin fut celui d'un homme qui accomplissait strictement son devoir. D'ailleurs cette attitude fut justifiée à peine une heure plus tard par les propres aveux de Vauthier qui reconnut formellement être l'auteur du crime en présence de plusieurs témoins. L'incident est clos, dit avec calme le président. Et revenons à ma question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu, monsieur le commissaire. Monsieur le président, dès que j'eus fait incarcérer monsieur Vauthier, je me rendis auprès de notre commandant auquel je fis part de la macabre découverte. Le commandant Chardot descendit aussitôt dans la cabine du crime, où rien n'avait bougé, à part Vauthier que nous avions été contraints d'emmener. Le corps de la victime était toujours dans la même position, les deux mains accrochées à la poignée de la porte. Le commandant Chardot s'était fait accompagner du médecin du bord, le docteur Langlois, qui fit les premières constatations médicales. Pendant ce temps après avoir pris conseil du commandant et en présence de ce dernier qui m'accompagna dans mon bureau du commissariat, je me mis en devoir d'avertir madame Vauthier de ce qui s'était passé. Quand je le lui racontai, elle s'évanouit. Lorsqu'elle revint enfin à elle, madame Vauthier consentit à nous accompagner, le commandant Chardot et moi, dans la prison pour nous servir d'interprète pendant un premier interrogatoire sommaire de son mari. Je tiens à préciser, pour le bon renom de la Compagnie Générale Transatlantique, que tout cela fut fait le plus discrètement possible. Malheureusement nous fûmes obligés de câbler la nouvelle du meurtre à la police française en la priant de monter à bord dès l'arrivée au Havre. La transmission de ce télégramme, pourtant chiffré, permit des indiscrétions. Le lendemain soir, tous les passagers savaient qu'un crime avait été commis à bord. Comment se comporta Jacques Vauthier pendant son premier interrogatoire dans la prison du Bord, en présence de sa femme? Demanda le président. Il paraissait calme. La seule réponse que nous pûmes lui arracher par l'intermédiaire de madame Vauthier fut « C'est moi qui ai tué cet homme. Je le reconnais formellement et je ne regrette rien. » Réponse que Jacques Vauthier écrivit lui-même, avec un poinçon et une grille en écriture braille, et qui fut remise par le commandant Chardot à l'inspecteur chargé de l'enquête dès que nous fûmes au Havre. La pièce en question, précisa l'avocat général Berthier, est à la disposition de la Cour. J'attire dès maintenant l'attention de messieurs les jurés, dit monsieur Voirin, sur l'importance capitale de cette déclaration écrite de la main même de l'accusé, et dans laquelle celui-ci reconnaît avoir tué John Bell. Le témoin peut-il nous dire, demanda Victor Delio, quelle fut l'attitude de madame Vauthier lorsqu'elle apprit par son mari lui-même qu'il avait tué? Madame Vauthier, répondit le commissaire, fut très courageuse. Je me souviens qu'elle nous dit, au commandant Chardot et à moi, après nous avoir traduit la réponse de son mari écrite en braille. Jacques a beau prétendrait écrire qu'il a tué cet homme, j'affirme que c'est impossible. Jacques n'est pas et ne peut pas être un criminel. Pourquoi aurait-il tué cet homme qu'il n'a jamais vu, que nous ne connaissions ni lui ni moi, et avec lequel nous n'avons jamais eu le moindre rapport depuis le départ de New York? Vous êtes bien certain des paroles que vous rapportez? Demanda le président au témoin. Ce sont les propres paroles de madame Vauthier. J'attire à mon tour l'attention de messieurs les jurés, déclara Victor Delio, sur le fait capital que madame Solange Vauthier se refuse à admettre la culpabilité de son mari. Le contraire eût été étonnant, rétorqua l'avocat général Berthier.
On a déjà vu et entendu dans cette enceinte des choses plus étonnantes, monsieur l'avocat général. Répondit Victor Delio. La défense a-t-elle d'autres questions à poser aux témoins? Demanda le président. Aucune autre question. La Cour vous remercie, monsieur le commissaire. Vous pouvez vous retirer. Introduisez le troisième témoin, monsieur le commandant Chardot. Monsieur le président, dit le commandant du de Grâce, je fus informé du crime par le premier commissaire Bertin qui venait de faire transférer le criminel supposé dans la prison du bord par mesure de prudence. Il me demandait aussi mes instructions. Bien qu'un passager ou un membre de l'équipage ne puisse être incarcéré que sur mon seul ordre formel. J'approuvais la décision du commissaire Bertin qui n'avait agi ainsi que pour éviter d'ébruiter cette regrettable affaire. Je me rendis, en compagnie de M. Bertin et du médecin du bord, le docteur Langlois, dans la cabine de luxe occupée par M. John Bell et devant la porte de laquelle un steward montait la garde. Je lui adjoignis un marin. Après avoir constaté que rien n'avait été changé au désordre de la cabine, je fis apposer les scellés sur la porte. Un seul problème se posait pour moi. Nous n'arriverions au Havre que 7 jours plus tard. Il était donc impossible de laisser le corps dans cette cabine sans risquer de le voir se décomposer. Après un examen minutieux du docteur Langlois, je décidai de faire transporter pendant la nuit, quand les passagers seraient endormis, le corps dans une chambre froide du navire. Ce qui permettrait aux enquêteurs et aux médecins légistes de le trouver en parfait état de conservation à l'arrivée au Havre. Ensuite je rejoignis M. Bertin dans le bureau du commissariat du bord où M. Vautier attendait anxieusement des nouvelles de son mari disparu. Nous lui expliquâmes avec le plus de ménagement possible le drame dans lequel M. Vautier se trouvait gravement compromis. Quelle fut alors l'attitude de Madame Vautier? Demanda Victor Delio. Madame Vautier s'évanouit. Ce ne fut qu'une heure plus tard que nous pûmes la décider à nous accompagner dans la prison où était enfermé son mari. Quelle fut l'attitude des deux époux à l'instant précis où ils se retrouvèrent? Demanda encore l'avocat de Jacques Vautier. La scène fut déchirante. Madame Vautier courut vers son mari qui la serra contre lui. Madame Vautier répétait tout haut dans sa crise de désespoir. « Tu n'as pas fait ça, Jacques? Ce n'est pas possible, mon amour. Pourquoi? » Je tiens à faire remarquer à messieurs les jurés, dit Victor Delio, que Jacques Vautier ne pouvait ni entendre ni comprendre ces mots douloureux prononcés par sa femme. Je me permets de poser une dernière question aux témoins. Madame Vautier tenait-elle alors les mains de son mari? Les mains? Dit avec étonnement le commandant du de Grâce. Je ne sais plus. Il me semble bien que oui. Rappelez-vous, commandant, c'est très important. Insista Victor Delio. La Cour me permettra de m'étonner, dit avec aigreur M. Voirin, de l'acharnement que met la défense à essayer de faire jeter le doute sur la déposition d'un témoin dont la bonne foi ne saurait être mise en cause. Il ne s'agit pas de bonne foi ici, mon cher confrère, s'exclama Victor Delio. Mais d'un homme qui joue sa tête. Tout a son importance. Les moindres détails. Si j'insiste sur ce point particulier, c'est tout simplement parce que les deux époux en se tenant les mains ont eu la faculté de converser entre eux sur les phalanges de leurs doigts. Sans que monsieur le commandant Chardot et monsieur le commissaire Bertin aient pu même s'en apercevoir. Et après? Remarqua l'avocat général Berthier. En supposant que les époux Vautier aient communiqué ainsi à l'insu de tiers, qu'est-ce que cela pourrait changer au fond du procès? Cela pourrait simplement tout changer, monsieur l'avocat général. Je me chargerai de le démontrer au cours des débats. Mais j'ai voulu attirer l'attention de messieurs les jurés sur ce point précis. Victor Delio s'était rassis. Que s'est-il passé? Demanda le président, dans la prison quand les premières effusions des époux furent terminées. J'ai procédé aussitôt à un interrogatoire de Jacques Vautier que le commissaire Bertin a consigné par écrit. Ce fut Madame Vautier qui nous servit d'interprète pour poser les questions. Jacques Vautier répondit en utilisant le poinçon, la grille et le papier cartonné que sa femme portait toujours sur elle, dans son sac. Réponses écrites de la main même de Jacques Vautier ont été soigneusement recueillies par le commissaire Bertin. Toutes ces pièces sont à la disposition de la Cour, déclara l'avocat général Berthier. Quelles sont les questions que vous avez posées à Jacques Vautier, commandant? Demanda le président. Ma première question fut, reconnaissez-vous avoir tué John Bell? Réponse. C'est moi qui ai tué cet homme.
Je le reconnais formellement et je ne regrette rien. Ma deuxième question. Avec quoi l'avez-vous tué? Réponse. Avec un coupe-papier. Ma troisième question. Quel genre de coupe-papier? Réponse. Celui qui était sur sa table de nuit. Et que la compagnie générale transatlantique met à la disposition des passagers dans chaque cabine. J'ai le même dans ma propre cabine. Ma quatrième question. Qu'avez-vous fait de ce coupe-papier qui n'était plus dans la cabine? Réponse. Je m'en suis débarrassé en le jetant à la mer par le hublot. Ma cinquième question. Pourquoi l'avez-vous jeté à la mer puisque vous ne faites aucune difficulté pour reconnaître votre crime? Votre geste était inutile. Réponse. Ce coupe-papier me faisait horreur. Ma sixième question. Connaissiez-vous votre victime avant de la tuer? Réponse. Non. Ma septième question. Alors, pourquoi l'avez-vous tué? Jacques Vauthier ne répondit pas. Était-ce pour voler? Réponse. Non. Ma huitième question. Était-ce parce que John Bell vous avait fait du tort ou occasionné un grave préjudice? Une fois encore Jacques Vauthier ne répondit pas. Et à partir de cette minute, il ne répondit plus à aucune de mes questions. Le commissaire Bertin et moi-même n'eûmes plus qu'à nous retirer en priant Madame Vauthier de bien vouloir nous accompagner. Ce qu'elle fit avec une grande résignation après avoir embrassé son mari. Avez-vous autorisé Madame Vauthier à revoir son mari pendant le restant de la traversée? Demanda le président. Elle l'a revu tous les jours en ma présence et en celle du commissaire Bertin. Nous avions besoin d'elle comme interprète puisqu'elle était la seule personne à bord connaissant l'alphabet des sourds-muets et l'écriture braille des aveugles. Mais j'ai trouvé plus prudent, sur les conseils du docteur Langlois, de ne pas laisser Madame Vauthier seule dans la compagnie de son mari. Bien que le docteur eût estimé que Jacques Vauthier ne donnait aucun signe de troubles mentaux, on pouvait toujours craindre qu'il n'ait commis son crime dans un accès de folie momentanée et qu'il ne lui prît envie de récidiver sur la personne de sa femme. Que se passait-il pendant ces entrevues? Madame Vauthier était de plus en plus désespérée. J'essayai de poser d'autres questions à son mari, mais celui-ci n'y répondit pas. Sa femme eut beau le supplier, se traîner à ses genoux, lui faire comprendre qu'il était de son intérêt de répondre, que nous n'étions pas des juges mais presque des amis. Rien n'y fit. La dernière entrevue eut lieu 3 heures avant l'arrivée au Havre. J'entends encore les paroles de Madame Vauthier à son mari. Mais Jacques, ils te condamneront. Tu n'as pas tué, j'en suis sûr. Ce jour-là j'ai très bien remarqué que les mains de Madame Vauthier couraient, fébriles, sur les phalanges des doigts de son mari. Celui-ci conserva son mutisme, dégagea ses mains de celles de sa femme, les enfonça dans ses poches pour bien montrer qu'il avait déjà dit tout ce qu'il avait voulu et que les conséquences de son acte lui importaient peu. 3 heures plus tard, je remettais moi-même le prisonnier entre les mains de l'inspecteur Mervel et des gendarmes qui étaient montés à bord en même temps que le pilote. La cour vous remercie, commandant. Vous pouvez vous retirer. Introduisez le 4e témoin. C'était le docteur Langlois, premier médecin à bord du De Grasse. La défense vous a fait citer docteur. Dit le président Legris, pour connaître le résultat de vos constatations médicales lorsque vous avez examiné le cadavre de John Bell dans la cabine. Quand je fus mis en présence du corps par le commandant Chardot et le commissaire Bertin, je vis aussitôt que l'arme du crime avait sectionné l'artère carotide. La mort avait suivi quelques secondes plus tard. La blessure ne pouvait laisser aucun doute sur la nature de l'arme employée, un coupe-papier très aiguisé en forme de stylet. Quand le commissaire Bertin me présenta l'un des coupe-papiers mis à la disposition des passagers, par la compagnie générale transatlantique, dans chaque cabine, je pus lui affirmer sans le moindre risque d'erreur que le criminel avait utilisé l'un de ces coupe-papiers. Ne pensez-vous pas, docteur, qu'il ait pu exister une autre cause de mort? Non. Celle-ci est survenue presque instantanément par arrêt de circulation sanguine à la suite du sectionnement de la carotide qui porte le sang du cœur à la tête. D'ailleurs le défunt était un garçon encore jeune, jouissant d'une parfaite santé. Le commandant Chardot vous a demandé d'examiner Jacques Vauthier dans la prison du Bord après lui avoir fait passer son premier interrogatoire? Demanda l'avocat général Berthier. C'est exact. Ce premier examen fut assez sommaire, avoua le témoin, mais je revins tous les jours faire une visite au prisonnier qui n'a eu aucun symptôme d'état fébrile pendant la fin de la traversée.
Je fis part de mes observations au docteur Boulet, le médecin légiste qui monta à bord avec l'inspecteur Mervel au Havre. Après avoir accompagné le docteur Boulet dans la chambre froide où le corps s'était conservé en parfait état, nous avons rejoint l'inspecteur Mervel dans la prison de Jacques Vauthier. Là un examen très poussé, dans lequel nous avons utilisé les services de l'interprète que l'inspecteur Mervel avait amené avec lui pour poser à l'infirme différentes questions d'ordre strictement médical, a confirmé mes observations précédentes. Jacques Vauthier est un homme sain d'esprit et de corps, malheureusement affligé de sa triple infirmité de naissance. Mais tous ses organes fonctionnent normalement. J'attire l'attention de messieurs les jurés, dit l'avocat général, sur la déposition essentielle du témoin qui a d'ailleurs été consignée mot pour mot dans un rapport médical rédigé conjointement par le témoin et l'éminent médecin légiste, le docteur Boulet. Donc, non seulement Jacques Vauthier a reconnu formellement son crime mais cet aveu n'est pas le fait de l'imagination d'un détraqué s'accusant, par je ne sais quel masochisme, d'un crime qu'il n'aurait pas commis. C'est l'expression de la pure vérité dite par un homme en parfaite possession de tous ses moyens mentaux. La cour appréciera. Victor Delio n'avait pas bougé et semblait ne prêter qu'une faible attention à la déposition du docteur Langlois. La cour vous remercie, docteur, dit le président Legris. Vous pouvez vous retirer. Avant l'audition du témoin suivant, greffier, lisez le rapport médical rédigé et signé par les docteurs Boulet et Langlois. Le greffier fit la lecture de sa voix monocorde. Le rapport confirmait en tous points la déposition du docteur Langlois. Quand la lecture fut terminée, le président dit « Introduisez l'inspecteur principal Mervel. Voulez-vous nous faire part, inspecteur, de vos constatations lorsque vous êtes monté à bord du De Grasse au Havre ?» Après avoir assisté à l'examen du corps dans la chambre froide du De Grasse, je me rendis dans la cabine où avait eu lieu le meurtre. Je fis relever les empreintes un peu partout, spécialement sur l'édredon, le drap et l'oreiller tachés de sang. Un coin du drap avait même été utilisé par l'assassin pour s'essuyer les mains après son crime. Les empreintes relevées sur ce drap nous furent précieuses. Quand ce premier travail fut terminé, je décidai de faire une première reconstitution du crime d'après les renseignements que venait de me donner successivement le steward Henri Terral, monsieur le commissaire Bertin, monsieur le commandant Chardot et monsieur le docteur Langlois. Pour cette reconstitution, je fis conduire Jacques Vauthier de sa prison du bord à la cabine. Lorsqu'il se trouva à l'entrée de la cabine, il poussa un rugissement étrange et voulut s'enfuir. Les gendarmes le maintinrent de force et le contraignirent à entrer dans la cabine, où j'avais installé sur le lit l'un de mes subordonnés revêtu d'un pyjama identique à celui de la victime. Insensiblement je poussai Vauthier vers le lit et la table de nuit sur laquelle j'avais posé l'un des coupe-papiers de la Compagnie Générale Transatlantique. Quand les mains de Vauthier effleurèrent le corps de mon collaborateur allongé, il poussa un nouveau cri rauque et recula. Je lui pris alors la main droite à laquelle je fis palper le coupe-papier se trouvant sur la table de nuit. Vauthier tressaillit et fut secoué pendant quelques secondes d'un tremblement nerveux. Puis il parut retrouver son calme. Sa main droite prit tranquillement le coupe-papier et l'éleva en l'air pendant qu'il se penchait sur le corps de l'inspecteur, simulant John Bell endormi. Et que sa main gauche s'appuyait sur la poitrine de l'homme allongé pour l'empêcher de remuer. J'eus tout juste le temps de détourner le bras qui s'abattait dans une détente foudroyante sur le cou de mon collaborateur, sinon Vauthier aurait renouvelé son crime. Ce qui me parut le plus étrange dans cette reconstitution fut la précision des gestes de l'aveugle qui, ne voyant pas sa victime, agit comme un automate. On aurait dit qu'il avait acquis une grande pratique de ce genre de meurtre. Un point me tourmentait cependant. Comment John Bell, la carotide tranchée alors qu'il était endormi sur son lit, avait-il eu assez de force pour se traîner jusqu'à la porte de la cabine où il s'était écroulé définitivement, les mains crispées sur la porte? Le médecin légiste consulté me dit que ce dernier sursaut d'un moribond était possible. D'autre part, les meubles renversés dans la cabine et la traînée de sang allant du lit à la porte sembleraient prouver qu'il y eut encore une lutte entre les deux hommes. La meilleure explication paraît être que le meurtrier a voulu empêcher sa victime d'atteindre la porte. Malgré tout, ce point est toujours resté assez obscur car Vauthier se refusa énergiquement à donner les moindres explications. Je tentai une deuxième expérience. Je fis placer mon collaborateur, toujours vêtu du pyjama, agenouillé dans la position exacte où se trouvait le cadavre, appuyé contre la porte,
les deux mains crispées sur la poignée. Une nouvelle fois nous contraignîmes Vautier à s'approcher de la porte, les mains tendues en avant. Dès que ses doigts effleurèrent le cou du pseudo-cadavre, Jacques Vautier poussa un nouveau hurlement et recula au fond de la cabine en entraînant ses gardes. Ceux-ci voulurent le ramener vers la porte mais il se roula par terre en les entraînant dans sa chute. Sa force est considérable. Estimant que nous avions déclenché par surprise un choc psychologique suffisant. J'en profitai aussitôt pour harceler de questions précises Jacques Vautier par l'intermédiaire de l'interprète. Les gendarmes durent maintenir de force les mains de l'infirme pour que l'interprète pût tracer sur les phalanges des doigts les signes de l'alphabet dactylologique. Ce fut peine perdue. Jacques Vautier ne répondit à aucune question. Je fis prendre ses empreintes, qui sont les mêmes que celles relevées sur les différents meubles de la cabine, sur l'édredon et sur la tache ensanglantée du drap. Quand Vautier me parut plus calme, je renouvelai mon interrogatoire. Il ne consentit à répondre qu'à une seule question. Reconnaissez-vous avoir tué ici cet homme? Sa réponse fut: je reconnais formellement être l'auteur de ce meurtre. Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je recommencerai. Mais quand je lui demandai: vous l'avez bien tué avec un coupe-papier identique à celui que je viens de vous mettre dans la main? Il se contenta de hausser les épaules en indiquant par ce geste à l'interprète que la seule chose qui comptait à son avis pour lui était d'avoir supprimé l'Américain et que la façon dont il l'avait tué n'offrait qu'un intérêt tout à fait secondaire. Enfin ma troisième question où je lui demandai si le geste qu'il venait d'accomplir devant nous sur la personne de mon collaborateur, allongé à la place de la victime, était bien l'exacte répétition de celui qu'il avait accompli réellement sur John Bell. Resta sans réponse. Ensuite je ne suis plus parvenu à lui arracher un seul mot ni en braille ni autrement. De minutieuses vérifications ultérieures nous ont prouvé que le vol ne fut pas la cause du meurtre. En effet rien de ce qui appartenait à la victime n'a disparu. Il est certain également que Vautier ne connaissait pas sa victime avec laquelle il n'avait eu aucun contact avant le meurtre. Aussi a-t-il été impossible à la police criminelle d'établir avec certitude le véritable mobile du crime. Personnellement, je reste convaincu qu'il faut attribuer cet acte homicide au geste irraisonné et subi d'un démon ou d'un sadique. Ne pouvant plus rien obtenir de lui, je n'avais plus qu'à le faire débarquer. Il fut ramené en auto à Paris et écroué à la santé. À partir de cet instant, je ne m'occupais plus de l'affaire, mon rôle étant terminé. Monsieur le professeur Delmo, dit le président en coupant court à l'interrogatoire d'identité d'usage par égard pour la personnalité du sixième témoin. Pouvez-vous nous dire le résultat des observations effectuées sur l'état mental et physique de Jacques Vautier par la commission médicale que vous avez présidée? Nous avons examiné longuement et à 6 reprises le sujet. Le compte-rendu de chacun de ces examens pratiqués par mes éminents confrères les professeurs Soreski, Hermite et moi-même a été consigné dans un rapport détaillé que nous avons fait parvenir à monsieur le juge d'instruction Belin. La conclusion en est que Jacques Vautier, bien qu'affecté de la triple infirmité native de la vue, de l'ouïe, et de la parole, est un être tout à fait normal. Son intelligence est même beaucoup plus développée que celle de la moyenne des individus. Il connaît à fond tous les moyens d'expression permettant à un sourd-muet aveugle de communiquer avec le monde extérieur. S'il ne répond pas à certaines questions qui lui sont posées, c'est donc en parfaite connaissance de cause. Pour le reste, la Cour peut se référer en toute confiance au rapport médical détaillé dont je viens de parler. Je n'ai rien à ajouter. La Cour vous remercie monsieur le professeur. Daniel qui avait écouté avec la plus grande attention les différentes dépositions, profita de la sortie du témoin pour jeter à la dérobée un regard vers son vieil ami de Lyon. Les yeux mi-clos, paraissait plongé dans de profondes méditations. La jeune fille ne put résister à la tentation de demander à voix basse: « Maître, que pensez-vous de tout cela ?»« Je ne pense rien, ma petite fille. J'attends. » Grommela Victor de Lyon entre ses dents. Sans doute ne voulait-il pas lui confier. Il n'y a qu'un point qui me tracasse vraiment dans toute cette affaire et cela, depuis la première lecture du dossier que me remit le bâtonnier. Les empreintes. Ces maudites empreintes digitales que mon client semble avoir pris à cœur de répandre à profusion sur les lieux du crime. Avec des preuves pareilles on vous expédie facilement un bonhomme à l'échafaud. Daniel observa l'assistance. Celle-ci était grave. Les premiers témoignages avaient suffi pour lui faire comprendre que ce Jacques Vautier,
Obstiné dans un silence voulu qui n'était pas la meilleure tactique, jouait un jeu très dangereux où il risquait sa tête. Pourrait-il même bénéficier des circonstances atténuantes? Ni l'assistance, ni la jeune fille n'en étaient plus très sûrs. Le seul espoir était que la triple infirmité jouerait sans doute en faveur de l'accusé. De toute façon, la tâche de la défense s'annonçait difficile. Et, instinctivement, tous les regards se reportaient sur ce vieil avocat obscur, que nul n'avait jamais vu ni entendu jusqu'à ce jour et qui semblait attendre, morne et solitaire sur son banc, la fin du cauchemar. Par contraste, le banc de la partie civile était très animé. L'élégant monsieur Voirin, entouré de ses collaborateurs, paraissait en pleine forme. Il savait que cette première journée d'audience ne se terminerait pas sans qu'il ait marqué des points décisifs. Il se sentait aussi puissamment aidé dans sa besogne, qui paraissait aisée maintenant, par le redoutable avocat général Berthier dont le calme apparent jusqu'à cette minute n'était que plus inquiétant. Tout cela, Daniel le comprenait comme n'importe quelle personne de l'assistance. Et, malgré elle, presque à son corps défendant, son regard revenait sur le faciès bestial de l'infirme. Plus elle détaillait Vautier, plus elle trouvait qu'il incarnait un type d'assassin et qui n'aurait pas déparé une galerie de tueurs célèbres dans un musée du crime. Comment une femme, quelle qu'elle fût, avait-elle pu accepter d'être la compagne d'un tel individu? Cela dépassait les limites de l'entendement. La jeune fille fut arrachée à son sentiment de dégoût par la voix monotone du président appelant le 7e témoin qui venait de s'avancer à la barre. Thomas Bell, proclama le nouveau venu dont la nationalité était révélée par un accent prononcé, des lunettes d'or et un veston assez ample. Né le 9 avril 1897 à Cleveland, États-Unis. Nationalité américaine. Votre profession? Sénateur de l'Ohio, membre du Congrès de Washington. Monsieur le sénateur, en ma qualité de président de cette Cour, je tiens d'abord à rendre ici un hommage public à l'un des plus grands amis que compte actuellement notre pays aux États-Unis d'Amérique. Ma mission n'en est que plus douloureuse. Nous savons, monsieur le sénateur, que vous avez tenu à venir spécialement en France pour témoigner vous-même à cette barre. Serait-ce trop vous demander de nous parler de votre fils? John était mon unique enfant. Commença le sénateur dans une atmosphère d'émotion intense. Il avait recueilli toute ma tendresse depuis sa naissance le 16 février 1925 à Cleveland, puisque sa mère était morte en le mettant au monde. Après avoir été le meilleur des petits garçons, John fit ses études au collège de Harvard. Je tins à ce qu'il apprit le français qu'il parlait couramment. Et, pour l'entretenir dans la pratique de votre belle langue, je lui donnais à lire vos meilleurs auteurs. Je m'efforçai aussi de lui inculquer mon amour de la France et lui promis de l'envoyer terminer ses études à Paris dès qu'il aurait obtenu ses diplômes universitaires. Malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale éclata. John n'avait que 18 ans quand nous apprîmes le désastre de Pearl Harbor. Malgré son jeune âge, il s'engagea dès le lendemain, avec mon approbation, pour servir dans la marine des États-Unis. Affecté à une unité de fusiliers de la marine, il s'embarqua un an plus tard pour le Pacifique où il fit toute la guerre et reçut 4 citations pour fait d'armes. Démobilisé après la capitulation du Japon, il revint à Cleveland. La guerre l'avait beaucoup mûri et il décida de s'occuper du ravitaillement de l'Europe. Son travail l'obligeait à de fréquents déplacements entre Washington, Chicago, San Francisco et New York. Moi-même j'étais très absorbé par mes fonctions au Congrès et je ne pus voir John qu'à intervalles très irréguliers pendant ces dernières années. À chaque fois que nous nous retrouvions, c'était une vraie fête. Nous sortions John et moi, comme deux camarades. J'étais très fier de mon grand-fils et je crois qu'il l'était aussi de son père. Il me racontait tout ce qu'il faisait. Le plus grand plaisir que lui procurait la mission qu'il s'était tracée, était le contact permanent avec tous les milieux français de New York. Je lui fis comprendre qu'il ne pourrait vraiment connaître la mentalité et la culture française que s'il visitait votre admirable pays, région par région et ville par ville. Ce fut ce jour-là que se décida son voyage. John, malgré son réel désir de venir en France, hésitait un peu. Je dois ici confesser une de ses faiblesses. Il était tombé amoureux d'une danseuse de Broadway, ce qui ne me plaisait pas du tout. Le meilleur moyen de rompre cette idylle était d'activer le départ de Johnny pour la France. Un mois plus tard, je l'accompagnai moi-même à bord du De Grâce. Il me sembla alors très heureux. Quelques instants avant que les passerelles ne fussent retirées,
Je lui demandai s'il ne regrettait pas trop sa girlfriend de Broadway. Il me répondit en riant. Oh, non papa. J'ai très bien compris pourquoi tu étais si pressé de me voir partir. Tu avais raison, cette fille n'était pas faite pour moi. Je lui confiai alors en l'embrassant une dernière fois. Peut-être nous ramèneras-tu bientôt une Française. On ne sait jamais. Et je le souhaite de tout mon cœur. Je ne revis plus Johnny. Je l'ai dépeint, tel qu'il fut. Ces derniers mots avaient été prononcés avec une simplicité qui bouleversa l'assistance. La Cour vous remercie, monsieur le sénateur, d'être venu l'éclairer sur la personnalité si attachante de votre fils unique. Ce que monsieur le sénateur Bell ne vous dit pas, messieurs les jurés, souligna monsieur Voirin, est l'état d'esprit dans lequel il est venu témoigner à cette barre. Ne croyez pas voir en lui un père qui crie vengeance, mais plutôt un ami de la France qui vient demander à une cour d'assises française que justice soit faite pour qu'une semblable tragédie ne puisse se renouveler à l'avenir. La présence de monsieur le sénateur Bell dans cette enceinte signifie que c'est le peuple américain qui demande, par la voix de l'un de ses représentants les plus qualifiés, au peuple français. Si ces valeureux fils peuvent venir désormais dans notre pays, sans risquer d'y être égorgés. Le problème est grave, messieurs les jurés. Réfléchissez-y. N'oubliez pas quand vous rendrez votre verdict, que toute l'Amérique vous observe. L'avocat de la partie civile venait de se réasseoir sur un geste théâtral. Victor Delio se leva doucement pour dire, tout en compatissant au chagrin paternel de monsieur le sénateur Bell, la défense estime que les dernières paroles prononcées par monsieur l'avocat de la partie civile généralisent peut-être trop ces débats. Si le peuple américain nous demandait des comptes pour la mort de John Bell, il n'y aurait aucune raison pour que le peuple français ne lui en demandât pas à son tour pour les Français qui ont été assassinés sur le sol des États-Unis. Vous ne vous laisserez pas influencer, messieurs les jurés, par de tels arguments, car vous savez comme moi que le crime n'est malheureusement pas le privilège exclusif d'un seul peuple. Il est extraordinaire, dit d'une voix acerbe l'avocat général, de voir comme la défense s'ingénie, depuis l'ouverture de ce procès, à ramener les débats à un niveau terre-à-terre. La défense se permet de répondre à monsieur l'avocat général que l'on juge sur des faits et non sur des envolées oratoires. Je vous en prie. Messieurs, dit le président. L'incident est clos. Monsieur le sénateur, pouvez-vous nous dire vos sentiments à l'égard de l'accusé? Je n'en ai pas, répondit le témoin. Comment pourrais-je en avoir? Je le plains très sincèrement d'être venu au monde avec sa triple infirmité. Mais est-ce là une raison suffisante pour lui donner le droit de tuer un être magnifique comme Johnny qui ne lui avait fait aucun mal et qu'il ne connaissait même pas? Je suis persuadé, monsieur le président, que si mon fils avait connu monsieur Vautier, il se serait intéressé à son cas. Johnny avait l'âme généreuse et n'aimait pas sentir les autres malheureux autour de lui. Je n'ai plus rien à dire. Messieurs les jurés apprécieront ces paroles, affirma monsieur Voirin. Tous les regards accompagnèrent avec respect le père de John Bell jusqu'à la porte. Regards qui se reportèrent ensuite, réprobateurs, vers Jacques Vautier, mais comme chacun comprit qu'il ne pouvait voir ses sentiments, ni même les deviner, ce fut Victor Delio qui dut subir le courant d'hostilité grandissante.